Un moniteur montre les battements du cœur qui ralentissent jusqu'à disparaître. Hiraku se souvient de ces images lorsqu'il ouvre les yeux. Lorsqu'il sort pour affronter sa journée, il est accueilli par des habitants semi-humains. Pour comprendre la chance d'Hiraku, il faut revenir au début. Quelque part dans le cosmos, le dieu qui gouverne le monde parle à Hiraku. Hiraku a vécu 39 ans de grandes difficultés, a été trahi par ses amis et est finalement mort d'une maladie incurable. Chanceux, dirais-je. Après une vie cruelle, le dieu donne à Hiraku une nouvelle chance, avec un corps sain et sans maladie. De plus, le dieu permet à Hiraku de demander n'importe quoi pour l'aider à vivre sa nouvelle vie comme il l'entend. Curieusement, Hiraku demande une vie de fermier tranquille, loin de la civilisation. Ayant vu une émission sur l'agriculture à la télévision alors qu'il était cloué sur son lit d'hôpital, Hiraku aspire désormais à cette vie simple. Le dieu informe Hiraku qu'il recevra le pouvoir outil agricole tout-puissant. Hiraku se réveille, allongé sur le sol d'une forêt au milieu de nulle part. Hiraku est plus jeune de plusieurs années que lorsqu'il est mort dans sa première vie et il souhaite profiter au maximum de sa nouvelle vie en tant que fermier. Réfléchissant à ce qu'il peut faire pour l'instant, Hiraku essaie l'outil agricole tout-puissant et une roue apparaît comme par magie dans sa main. En évaluant le terrain, Hiraku se rappelle qu'il devra se procurer de l'eau et de la nourriture avant de planter quoi que ce soit. En explorant la région, Hiraku cherche une rivière, mais il n'entend que des feuilles. C'est alors qu'il aperçoit au loin un arbre à l'aspect unique, parfait pour la base d'Hiraku. Après avoir exploré la région, Hiraku ne trouve pas de rivière ou d'étang à proximité. Pour trouver de l'eau, Hiraku essaie la radiesthésie, une méthode qui consiste à trouver de l'eau en bougeant un bâton, mais il n'y parvient pas et décide donc de creuser sans fin jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Comme dans Minecraft, Hiraku se rend compte qu'il ne peut pas creuser en ligne droite, mais en diagonale. Il creuse encore et encore, jusqu'à ce qu'il trouve enfin de l'eau. Il doit ensuite trouver de la nourriture, mais Hiraku n'a toujours pas faim et continue à construire sa base d'opération. Le long du chemin, Hiraku trouve un arbre solide et pense qu'il doit faire une entaille des deux côtés. Mais d'un seul coup, Hiraku coupe l'arbre proprement avec sa hache. Hiraku traîne le tronc à l'aide d'un outil dont il ne connaît pas le nom, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'imaginer et que l'outil agricole apparaisse. Le soleil commence à se coucher et Hiraku regarde fixement le tronc. S'il s'agissait de Minecraft, il aurait déjà construit une cabane, mais ce n'est pas aussi facile qu'il le pensait. Réalisant qu'il fait presque nuit, Hiraku essaie de trouver une source de lumière, une torche, une lampe, un briquet, une allumette, n'importe quoi. Mais ses talents d'agriculteur ne lui permettent peut-être pas d'obtenir un tel objet. Hiraku fait donc apparaître une loupe, mais il devra attendre que le soleil réapparaisse pour l'utiliser. À la tombée de la nuit, Hiraku creuse à la hâte un trou dans le tronc pour s'abriter temporairement. Étonnamment, Hiraku est capable de bien voir la nuit. Est-ce grâce au corps sain que le dieu lui a donné ou aux deux lunes dans le ciel? Le soleil brille un nouveau jour et, après avoir bu l'eau du puits, Hiraku allume un feu. Lorsqu'il commence à manquer d'énergie à cause de son travail, Hiraku pense qu'il doit chercher de la nourriture. Heureusement, un lapin monstrueux l'attaque. Il n'a pas le meilleur goût, mais il est comestible. Tout ce qui entre ressortira plus tard, et c'est pourquoi Hiraku construit des toilettes avec un système d'évacuation et des rideaux de bois pour l'intimité. Une fois libéré, Hiraku réfléchit à ce qu'il peut cultiver, mais au coucher du soleil, il doit encore parcourir la forêt à la recherche de graines à planter. À son grand étonnement, le lendemain matin, des germes poussent dans chaque rangée du champ. Hiraku ne sait peut-être pas ce qu'il fait pousser, mais il protégera ses champs quoi qu'il arrive et il s'emploie donc à placer des clôtures et à creuser une tranchée autour de la zone. Il lui faut quelques jours pour achever le travail, tout en abattant les lapins qui tentent de l'attaquer. Hiraku se demande pourquoi ils le prennent pour cible, mais au moins il a une source de nourriture constante et gratuite. Quelques jours plus tard, Hiraku se construit enfin une hutte après bien des efforts. Un jour, Hiraku aperçoit deux gros chiens à l'extérieur de la clôture et, voyant qu'ils sont blessés, il les invite à entrer. Heureusement, Hiraku a des restes de viande d'un sanglier qu'il a abattu et regarde les chiens manger avec joie. Surprise, la femelle est sur le point de mettre bas. Après avoir réfléchi à la manière d'aider à la naissance, Hiraku décide d'allumer un feu de joie à l'extérieur de la hutte. Le lendemain matin, Hiraku est ravi de trouver 4 chiots en bonne santé dans la maison. Voyant les chiens parfaitement installés dans la hutte, Hiraku décide de construire une meilleure hutte pour sa maison. Bientôt, les cultures d'Hiraku sont prêtes à être récoltées. Les tomates sont peut-être petites, mais elles sont juteuses. Pendant qu'il s'occupe de la récolte, les chiens, Kuro, le père, et Yuki, la mère, partent à la chasse au gibier et patrouillent dans les environs. Pendant ce temps, les chiots Kuroashi, Kuroni, Kurozan et Kuroyon font de jolies choses. Étonnamment, les chiens aiment manger des légumes, ce qui incite Hiraku à faire de son mieux, lentement et paisiblement. Depuis une autre demeure, le dieu contrôle Hiraku. Par erreur, il a permis à un homme gentil et innocent de vivre une vie digne d'un pêcheur. Cependant, le dieu a commis une autre erreur en envoyant Hiraku dans une forêt située dans une région dangereuse et peuplée de monstres maléfiques. On l'appelle littéralement la forêt de la mort. Désormais, le dieu ne peut plus interférer avec la vie d'une âme une fois qu'elle a commencé.
Pendant ce temps, Hiraku en apprend davantage sur le tout-puissant outil agricole au fil des jours. Par exemple, en imaginant les plantes qu'il veut faire pousser pendant qu'il utilise l'outil agricole, Hiraku les sème dans le sol. Hiraku a également remarqué que les plantes plantées à l'aide de l'outil agricole poussent très rapidement. Pour remercier les dieux qui lui ont accordé cette vie, Hiraku décide de leur faire des statues. Les choses se civilisent peu à peu, même si la cuisine d'Hiraku a encore besoin d'être améliorée. Il ne peut que faire bouillir de la viande de lapin et des légumes frais de la ferme, car il n'a rien pour les assaisonner. Après s'être rassasié, Hiraku décide de planter des arbres fruitiers. Il faudra des années pour qu'ils donnent des fruits, Hiraku devra donc être patient. En attendant, passer du temps avec les chiens est un bon moyen pour Hiraku de passer le temps. Les chiens sont également très utiles pour trouver son chemin dans la forêt. Grâce à eux, Hiraku trouve une rivière à 30 minutes de sa base et en creusant un chemin, Hiraku peut amener de l'eau jusqu'à sa maison. De retour chez lui, Hiraku agrandit ses champs pour y faire pousser des pépins de raisin pour l'huile, du blé pour la farine et de la canne à sucre pour le sucre. Si seulement il pouvait aussi cultiver du sel. Les jours passent et le temps commence à se refroidir. Pour se préparer à l'hiver, Hiraku utilise la peau de lapin géant, mais elle sent très mauvais. La seule solution est de rester à l'intérieur et de ramasser du bois et de la nourriture. Pendant qu'Hiraku s'y emploie, Kuro l'avertit de la présence d'un visiteur. Il s'agit d'une araignée géante capable de fabriquer de très beaux tissus. Hiraku décide de nommer l'araignée Zabuton et de la laisser vivre dans le grand arbre, en mangeant des pommes de terre. Grâce à l'araignée géante, Hiraku a maintenant des vêtements, des draps et des rideaux pour l'hiver. Tout en mangeant des pommes de terre insipides, Hiraku se demande depuis combien de temps il n'a pas parlé à quelqu'un. Il risque d'oublier comment parler. La saison froide s'estompe et le printemps arrive bientôt. Hiraku observe avec joie et tristesse l'entrée dans la forêt des louveteaux devenus adultes. Il n'est pas trop tôt. Ils sont tous revenus avec leurs nouveaux compagnons. Zabuton arrive également avec un groupe d'enfants. La famille s'est agrandie. Comme il y a de plus en plus de bouches à nourrir, Hiraku doit travailler encore plus dur. Alors qu'il laboure les champs, Hiraku entend l'alarme de Zabuton. Kuro le conduit au milieu de la forêt, où Hiraku trouve une jeune fille légèrement vêtue. Elle a l'air en détresse tandis que les chiens et Zabuton l'entourent. Hiraku tente de les arrêter en s'approchant de la jeune fille qui lui demande de l'aide, mais alors qu'il se penche pour lui donner sa veste, Hiraku est mordu au cou. La fille est un vampire. Malheureusement pour elle, mordre Hiraku est une grave erreur. Les chiens l'attaquent immédiatement, la ramenant à sa forme plus petite et non vêtue. Bien que la jeune fille admette qu'elle a attaqué les chiens en premier, Hiraku se sent mal pour elle. Il lui offre donc son sang pour l'aider à guérir. Grâce à la bénédiction du dieu, le corps sain d'Hiraku peut résister. Après avoir terminé, Hiraku remarque qu'elle est plus petite que sa forme précédente. Il lui offre plus de sang pour qu'elle puisse prendre sa forme complète. C'est évidemment par inquiétude et non parce qu'Hiraku veut voir son physique plus mature. On y croit. À la base d'Hiraku, il coupe une tomate pour que la fille la goûte et elle l'aime beaucoup. Comme la jeune fille veut en savoir plus sur l'agriculture, il passe le reste de la journée à s'occuper des cultures. À la tombée de la nuit, il se retire dans la hutte, où la jeune fille enregistre avec plaisir tout ce qu'elle a appris. Hiraku découvre qu'elle s'appelle Lululucy et qu'elle fait des recherches sur les plantes médicinales. Comme des nobles essayaient de lui voler ses recherches, la jeune fille s'est enfuie à la recherche d'un endroit où se cacher. Elle a alors entendu parler de cette forêt et a décidé que s'y rendre l'aiderait à poursuivre ses recherches. Lui découvre qu'il n'a aucune idée de la réputation sauvage de la forêt, mais qu'il apprivoise de nombreux monstres. Alors que lui demande si elle peut lui rendre visite à nouveau, Hiraku lui demande de rester avec lui pour toujours. Bien qu'il n'ait pas d'intention romantique au départ, Hiraku demande à Lu de devenir sa partenaire de vie. Lu accepte et Hiraku se jette sur elle pour la serrer dans ses bras, tout excité. Le lendemain matin, Lu choisit de rester sous sa jeune forme afin que Hiraku puisse mieux se contrôler. Lu devient ainsi le premier habitant du village demi-humain d'Hiraku. Lu utilise une magie simple pour éclairer divers endroits du village. Quant au sel, Lu indique une bande de sel sous le sol qu'Hiraku n'a pas remarqué. Il a donc mangé de la fadeur tout le temps en vain. Il ne profite que brièvement de la tranquillité du verger, lorsque Zabuton donne l'alerte. La situation semble familière, mais au lieu d'un vampire, c'est un ange qui est coincé par des chiens. Hiraku la libère, mais il remarque que Lu tente de quitter les lieux. L'ange ordonne au vampire de s'arrêter et les chiens attaquent l'ange. Quelques instants plus tard, Lu présente Hiraku à l'ange comme son mari. L'ange s'appelle Tia et dans ce monde, les anges sont une race de guerriers. Tia cherche Lu car sa tête est mise à prix après que le vampire se soit déchaîné et ait irrité un noble. Au cours de leur conversation, Lu demande avec enthousiasme si Tia veut vivre avec eux. Hiraku est bien sûr tout à fait d'accord. Bien qu'incertaine, Tia suit Lu pendant que le vampire lui fait visiter les environs. Une fois la visite terminée, Lu emmène Tia dans les champs. Hiraku montre à Tia comment récolter les choux. À la fin de la journée, ils ont récolté des tonnes de produits. Plus tard dans la soirée, Tia savoure le goût merveilleux des fraises et apprend à quel point le travail à la ferme peut être gratifiant. Lu profite de ce moment pour demander à Tia de rester. Le lendemain, Tia invoque un golem de pierre pour l'aider à ériger des clôtures. Alors qu'ils transportent la récolte, les nouveaux oursons viennent les saluer.
La famille de Kuro et Yuki est devenue très nombreuse, à tel point qu'Hiraku a du mal à les nommer tous. Hiraku construit un espace pour les chiens à côté du verger pour faire de la place au nombre croissant de chiens. Pendant ce temps, certains des enfants de Zabuton s'envolent pour un nouveau voyage, tandis que d'autres ont choisi de rester. Même Tia demande bientôt à partir, mais elle revient bientôt avec cette fille elfe dirigée par Léa, qui ont entre 300 et 400 ans. Elles vivaient toutes dans un village situé loin au nord, mais leur peuple a été anéanti après avoir été entraîné dans une guerre entre humains. Après avoir entendu leur triste histoire, Hiraku accueille volontiers les filles dans son village. Avec l'arrivée de cet nouveau villageois, ils vont devoir construire une véritable maison. Les elfes en savent plus sur la construction que Hiraku, qui se contente donc de creuser des trous, d'aplanir le sol et de ramasser du bois pour eux. Au bout de 10 jours, une maison très spacieuse est achevée. Plus tard dans la journée, les filles elfes participent aux travaux de la ferme. Pendant qu'Hiraku et Léa ramassent de l'ail pour le stocker, Léa dit qu'elle a l'intention de faire des travaux d'extraction et de forge pour le remercier de son hospitalité. Ils construisent rapidement un poste de travail de forgeron, qu'ils utilisent pour fabriquer un wok pour Hiraku. Pendant près de 200 ans, les elfes n'ont pas réussi à s'installer et à se reproduire. Au moins, ils ont maintenant une chose sur deux obtenue. Hiraku évite de parler de la deuxième chose pour l'instant. Le lendemain, Leaf aborde Hiraku pour lui demander si elle peut leur faire du pain, ayant vu que le village possède un champ de blé. Grâce à la levure qu'elle apporte avec elle, ils peuvent faire du bon pain à partager avec tout le monde. Alors qu'il envisage d'agrandir les champs de blé, Hiraku se demande si le terrain appartient à quelqu'un. Lui répond qu'il appartient au roi des démons, mais comme Hiraku a tout construit sans aide extérieure, il peut revendiquer ce terrain comme le sien. Je ne crois pas que ça marche comme ça. À la nuit tombée, Hiraku se consacre à sa cabane en bois. Le lendemain, l'araignée se présente avec une guêpe géante attachée, alors Hiraku construit une ruche pour la production de miel. Hiraku construit également un réservoir dans l'intention de puiser l'eau de la rivière. Ils utilisent alors des briques fabriquées avec le marteau magique pour enfin transporter l'eau. Enfin, ils ne doivent plus marcher une demi-heure pour aller chercher un seau d'eau. En plus de l'eau, du poisson arrive de la rivière, un aliment qu'ils n'avaient pas apprécié depuis longtemps. L'eau étant désormais disponible, Hiraku décide de construire une rizière. Il demande donc aux filles elfes de planter des pousses de riz dans l'eau. Une fois que le riz a poussé, Hiraku fabrique une batteuse et montre aux filles comment l'utiliser pour obtenir du riz. Ensuite, Hiraku demande à Lou d'allumer un feu pour faire bouillir le riz. Enfin, Hiraku crée de parfaits onigiri au saumon pour les filles, qu'elle adore. Après une journée de travail dans les champs, Hiraku remarque que les filles elfes se nettoient avec leur magie. Il manque donc un bain chaud. Mais où ira l'eau sale? Heureusement, dans ce monde, il y a les limaces, qui sont de véritables charognards. Ce soir-là, c'est l'heure du bain et il est obligé de se déshabiller devant les filles pour leur montrer comment fonctionne un vestiaire et une baignoire. Le voyant soulagé, les filles se déshabillent et sautent dans la baignoire avec lui, arguant qu'il est préférable de se baigner ensemble. Le lendemain, Hiraku constate que ses champignons ont poussé, mais 5 autres filles elfes arrivent soudain à la recherche d'un abri. Lui motive les filles à aider à agrandir le village et à faire beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants? Avec qui? En voyant la vie heureuse d'Hiraku, le chef des loups se remémore un souvenir. Il s'avère que le loup était le légendaire loup démon de l'enfer, réputé pour ses formidables prouesses. Plus tard, il rencontra une femelle encore plus forte que lui et tomba amoureux d'elle. Peu de temps après, la louve tomba enceinte. Par malchance, ils rencontrèrent le souverain de la forêt, l'ours grapplé. Alors qu'ils attendaient désespérément la mort, Hiraku apparut. Sentant le puissant mana de l'outil agricole omnipotent d'Hiraku, le chef des loups démons pensa qu'ils allaient être tués. Mais le destin a pris une tournure imprévue. Non seulement Hiraku les a adoptés, mais il les a aussi régalés de délicieux sangliers. Ce que Hiraku ne sait pas, c'est que les sangliers qu'il a chassés sont des monstres terrifiants dans la forêt et qu'il existe une autre règle dans ce monde, à savoir que les femelles sont beaucoup plus fortes que les mâles. Voyant qu'Hiraku a conquis tant de femmes, le chef des loups démons se prend d'admiration pour Hiraku. Les membres étant de plus en plus nombreux, les maisons existantes sont trop petites pour y vivre. Hiraku travaille avec d'autres pour construire une très grande villa où chacun a sa chambre. Le plus étrange, c'est qu'il y a aussi des chambres spécialement préparées pour que les elfes puissent se reproduire. Un jour, Hiraku a une nouvelle idée et il a l'intention de préparer son ingrédient préféré, le curry. Il a déjà planté à l'avance des épices spéciales pour le curry et, grâce à l'utilisation de l'outil agricole omnipotent, les plantes qui ne peuvent pas pousser dans les régions enneigées peuvent quand même pousser avec succès. Les graines de cumin apportent l'essence aromatique principale, tandis que le curcuma est l'ingrédient principal responsable de sa couleur. En outre, les graines de coriandre et la coriandre sont également des composants essentiels pour rehausser la saveur. Les loups démons sentent curieusement la coriandre, mais ils en sont assaillis et s'enfuient immédiatement. En voyant cela, Tia et Ru s'intéressent immédiatement à la question. Lorsque Hiraku rassemble les ingrédients nécessaires à la préparation du curry, Tia et Ru disparaissent. Quelqu'un dit qu'ils sont allés étudier la coriandre et qu'ils ont l'intention de faire une potion pour chasser les démons.
Cependant, il y a aussi des beautés elfiques qui aident Hiraku et pendant la cuisson, l'odeur du curry attire de nombreuses beautés à proximité. Hiraku prévoit de préparer un plat de base, le naan, un plat spécial à base de farine. C'est son plat préféré lorsqu'il mange du curry. Peu après, les naans et le curry sont cuits. Hiraku invite chaleureusement toutes les filles présentes à déguster le plat ensemble. Cependant, le naan et le curry ont l'air si mauvais que les filles hésitent à les manger. Avec l'insistance de Hiraku, Ru prend courageusement la première bouchée et tombe immédiatement amoureuse des saveurs uniques. Encouragée par la réaction positive de Ru, les autres filles prennent leur courage à deux mains pour goûter le plat et sont toutes fascinées par sa délicatesse. En un rien de temps, le plat est terminé par les filles. Hiraku regrette un peu de ne pas avoir beaucoup mangé, mais la satisfaction de voir tout le monde se régaler des plats qu'il a préparés le remplit de joie. Hiraku commence à préparer des provisions pour l'hiver et l'araignée confectionne des édredons, tandis que Ru et Tia font de la magie pour préparer de la viande facile à conserver. Hiraku ne sait pas faire de magie, il ne peut donc créer qu'un simple réfrigérateur pour conserver les légumes grâce à ses connaissances en agriculture. Le soir, il se plaint à Ru qu'à chaque fois qu'il voit Ru et les autres faire de la magie, il se dit que ce serait bien s'il pouvait lui aussi faire de la magie et qu'il a l'impression que tout le monde est très doué, sauf lui qui ne sait que cultiver et cuisiner. Contre toute attente, Ru lui dit qu'au fond de lui, Hiraku est le meilleur d'entre eux, capable de construire une maison où les gens se sentent à l'aise en peu de temps, ce que personne ne peut faire dans ce monde chaotique. Sous le réconfort de Ru, Hiraku se sent enfin moins déçu. L'hiver est bientôt arrivé. Pour rendre la vie moins ennuyeuse, Hiraku utilise l'outil agricole omnipotent pour fabriquer des jeux de société, y compris des échecs inversés et même du mahjong. À sa grande surprise, les loups démons apprennent rapidement les règles et deviennent des maîtres des échecs. Plus tard, ils maîtrisent même le mahjong et Hiraku n'est plus de taille à les affronter. Il semble que les loups démons possèdent également une intelligence remarquable. Hiraku et les filles passent ainsi un hiver très agréable. Le printemps arrive et l'araignée tire la sonnette d'alarme. Une wyverne géante apparaît au-dessus de la ferme d'Hiraku. Avant que Hiraku ne puisse réagir, la wyverne crache une boule de feu. Tia et Ru s'allient pour lancer une barrière afin d'y résister, mais les flammes mettent le feu à certains champs de la ferme. Wyvern est un monstre de haut niveau et Tia et Ru ne sont pas sûrs de pouvoir le vaincre. S'ils échouent, la ferme construite grâce aux efforts d'Hiraku sera complètement détruite. Hiraku est très inquiet. Il veut seulement protéger sa ferme et ses nouveaux compagnons. L'outil omnipotent se transforme en lance. Fort de cette nouvelle arme, Hiraku lance directement la lance vers la wyverne. La lance transperce sa défense et ses ailes, ce qui incite Hiraku à enchaîner avec une autre attaque, réussissant à pénétrer le corps de la wyverne. Tia et Ru sont choqués par la force d'Hiraku, qui a vaincu le monstre de haut niveau de ce monde en seulement 2 attaques. Ils trouvent le corps de la wyverne, qui a dû passer accidentellement près de leur ferme, au grand soulagement d'Hiraku. En regardant le corps de la wyverne, Hiraku demande « On peut le manger ?» Peu après, Hiraku transforme la viande de la wyverne en divers aliments. Dans ce monde, la viande de wyverne est un aliment précieux et on raconte que certains rois ne peuvent pas la goûter même avec toutes les ressources du pays. Ru demande à Tia, tout en dégustant la viande de wyverne, si elle peut bloquer l'attaque de la lance d'Hiraku et Tia répond rapidement que c'est impossible car l'attaque d'Hiraku est au-delà de ses capacités de résistance. Les 4 grands généraux du royaume démoniaque ont la même idée que Tia. La nouvelle de la victoire d'Hiraku sur la wyverne il y a peu s'est répandue dans tout ce monde et après avoir évalué la force d'Hiraku, les 4 généraux constatent qu'ils ne sont absolument pas de taille à l'affronter. En ce moment, ils se sentent troublés par cet homme fort qui apparaît soudainement. Pendant ce temps, en voyant les raisins de la ferme, Hiraku a une excellente idée, celle de faire un vin délicieux. Bientôt, il prépare les récipients et les outils indispensables à la fabrication du vin. La partie la plus importante du processus consiste à fouler les raisins avec les pieds. Cependant, Tia trébuche accidentellement et s'assoit sur les raisins, ce qui donne au vin une saveur particulière. Grâce à leurs efforts conjoints, ils produisent plusieurs tonneaux de jus de raisin qui, après fermentation, se transformera en vin. Le lendemain matin, l'araignée sonne l'alarme. Hiraku trouve une fille et Ru est surpris de la voir. Il s'avère que la fille est Flora, la sœur de Ru, et qu'elle a entendu dire que l'ange Tia avait jeté son dévolu sur Ru, alors elle la poursuit jusqu'ici. Sous les explications de Ru, Flora apprend qu'Hiraku est le maître de Ru et qu'il n'y a pas si longtemps. Hiraku a vaincu une wyverne. Sachant que Flora est la sœur de Ru, Hiraku l'invite chaleureusement à rester et lui offre de la viande de wyverne très précieuse ainsi que de délicieux mets. Flora est conquise par la nourriture et décide de rentrer chez elle une fois pour s'y installer pour longtemps. Un mois plus tard, Flora arrive à la ferme avec quelques servantes et 2 vaches. Hiraku est très heureux de pouvoir disposer de lait, avec lequel il peut préparer de nombreuses cuisines à base de lait. En voyant Flora arriver avec un groupe de servantes, Tia se rend compte qu'elle est le seul ange de la ferme alors que les autres races ont toutes de nombreux membres.
En pensant à cela, elle propose immédiatement de sortir. Peu après, Tia revient à la ferme accompagnée de ses hommes de clan, dont des anges chargés de patrouiller et des hommes lézards spécialisés dans les travaux manuels. Elle amène plusieurs poules, ce qui leur permet d'obtenir des œufs. Au fur et à mesure que de nouveaux membres les rejoignent, la ferme s'agrandit. La ferme ressemble désormais davantage à un village. Poussé par l'araignée, Hiraku s'inspire de l'arbre qui se trouve au milieu du village. Le soir, Hiraku annonce que leur village est officiellement nommé Great Tree Village et pour commémorer la nuit, Hiraku sort le vin qui a été fabriqué peu de temps auparavant. Sous les acclamations, Hiraku devient le chef du grand village des arbres. Le soir, tout le monde s'amuse et montre sa passion pour cette nuit spéciale. Hiraku est déterminé à protéger les villageois qui se trouvent devant lui au fil du temps. Chacun s'adapte progressivement à son travail. Un jour, l'ange chargé de la patrouille signale l'arrivée de Bezel, le messager du royaume démoniaque. Présentant le cadeau qu'il a soigneusement préparé, Bezel annonce qu'il vient envoyer un message au Seigneur ici présent de la part du roi des démons. Il a l'intention de discuter avec le Seigneur au sujet de la propriété des terres. Hiraku se souvient que Ru lui a dit un jour que leur ferme se trouvait en fait dans le royaume du roi démon. Hiraku devine que le roi démon essaie peut-être de lui demander de payer des impôts. Il propose donc immédiatement de donner 10% de la récolte de la ferme en guise d'impôt si le roi démon le laisse vivre ici. Bezel est un peu surpris d'entendre les paroles d'Hiraku, mais il accepte rapidement. Les deux hommes signent alors un contrat. Après le départ de Bezel, tous les habitants du village sont très heureux et félicitent Hiraku pour sa décision. Auparavant, les autres devaient payer 50 à 60% de la récolte en guise d'impôt, alors qu'aujourd'hui, ils ne doivent payer que 10% de la récolte en échange de la protection du royaume démoniaque. De plus, le cadeau de Bezel est une panacée très précieuse, qui peut guérir de nombreuses blessures. Bezel se sent un peu mal à l'aise. Il s'avère qu'après avoir pris connaissance de la capacité d'Hiraku à vaincre la wyverne sans effort, ils avaient l'intention de lui offrir la terre gratuitement. Lorsque Bezel aperçoit la princesse vampire et l'ange le plus puissant du village, ainsi que des elfes de haut niveau et de redoutables loups-démons de l'enfer, il est de plus en plus convaincu de la justesse de son plan. À sa grande surprise, Hiraku lui propose de payer des impôts et de se soumettre au roi des démons. N'ayant d'autre choix que de se plier à la demande d'Hiraku, Bezel accepte avec un sentiment d'appréhension. Heureusement, l'attitude amicale d'Hiraku le met à l'aise. De plus, Hiraku lui envoie quelques spécialités en guise de cadeaux d'adieu. C'est alors que Bezel se rend compte que le paquet de cadeaux est fait de la soie de l'araignée démoniaque, une créature dont on dit qu'elle possède un pouvoir légendaire qui rivalise avec celui du roi des démons. La réputation d'Hiraku continue de se répandre dans le royaume démoniaque et les gens ont de plus en plus peur de lui. Un dragon bleu et ses serviteurs vivent dans le repère situé au sud du village. Ils ont vu Hiraku vaincre la wyverne et viennent lui témoigner leur sympathie. Le dragon bleu se transforme en humain et salue Hiraku en se présentant sous le nom de Dream. Apprenant que Dream est son voisin, Hiraku prépare un vin délicieux pour divertir Dream. Dream est conquis par le vin, qui contient l'odeur corporelle de beauté de toutes les races. Après avoir discuté ensemble, ils deviennent de bons amis et Hiraku offre à Dream de nombreuses pommes avant de partir. Peu après, un groupe d'hommes-bêtes arrive au village. Ils vivent sur la montagne à l'est du village et viennent cette fois pour nouer de bonnes relations avec le village, mais ils ne connaissent pas l'étiquette et arrivent sans préparer de cadeaux de bienvenue. Par conséquent, les villageois du village du Grand Arbre les ont d'abord considérés comme des ennemis. Heureusement, Hiraku ne s'en préoccupe guère et le groupe d'hommes-bêtes est régalé de délicieux plats. L'appétit rassasié, les hommes-bêtes révèlent le but de leur visite. Il s'avère qu'ils vivent du commerce avec les villages humains voisins des provisions qu'ils ont obtenues par la chasse et l'exploitation minière. Cependant, à cause de certains conflits, leur commerce est maintenant au point mort. Récemment, le royaume démoniaque a annoncé l'emplacement de son nouveau territoire, le village du Grand Arbre. Ce groupe d'hommes-bêtes a l'intention de se lier d'amitié avec le village et de devenir son nouveau partenaire commercial. Les hommes-bêtes peuvent fournir de nombreux objets et matériaux à base de minerais, dont le grand village des arbres a besoin, et il se trouve que les hommes-bêtes manquent de nourriture. Les deux villages concluent donc un accord commercial et le grand village des arbres échange de la nourriture contre ces matériaux. Peu de temps après, le jour du premier échange arrive et Hiraku a l'intention d'aller commercer lui-même, mais il est arrêté par Ru qui dit que le chef sera facilement en danger s'il se précipite sur le territoire des autres. Dream est toujours venu prendre un verre, car il boit des vins délicieux. Lorsqu'il apprend que le village du Grand Arbre doit livrer des marchandises à d'autres villages, il propose immédiatement d'aider à livrer les marchandises lui-même. La marchandise mettait 10 jours à arriver sur le territoire de la bête et avec l'aide de Dream, elle est livrée en moins d'une journée. Peu après, Tia conclut l'échange et retourne au village. Pendant ce temps, les hommes-bêtes proposent d'envoyer 20 membres de leur clan s'installer au village du Grand Arbre. Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre dans son village, Hiraku accepte,
mais il y a trop de femmes dans le village, il ajoute donc une condition supplémentaire, à savoir que plusieurs jeunes hommes doivent également s'installer dans le village. Plus tard, les hommes bêtes envoient un groupe de belles filles bêtes mignonnes et sexy et ils envoient quelques mâles conformément à la condition, mais ces mâles sont très jeunes. Hiraku est troublé, mais les belles filles elfes sont très excitées en pensant que dans 5 à 10 ans, ces petits garçons deviendront des adultes et que les elfes pourront se reproduire. Quelques jours plus tard, Hiraku entend un bruit de combat près du village et l'ange chargé de la patrouille lui dit qu'il s'agit de Super Warcraft Grappling Bear et Bloody VP qui se battent non loin de là. Hiraku aurait été effrayé auparavant, mais il s'est maintenant adapté à son pouvoir et n'a qu'une idée en tête, peut-il manger les deux monstres? Hiraku utilise son outil agricole omnipotent pour tuer les deux monstres d'un seul coup, ce qui choque les villageois. Bientôt, Hiraku prépare de la délicieuse viande d'ours et de serpent grâce à ses talents de cuisinier. Les villageois la mangent avec plaisir et admirent encore plus Hiraku. Peu après, un groupe de nains arrive et propose de devenir résident du village du Grand Arbre. Les nains sont une race qui adore boire de l'alcool. Ayant entendu parler du délicieux vin du village, ils proposent de brasser du whisky de maïs en échange de leur statut de villageois. Depuis, une nouvelle race a rejoint le grand village des arbres. Peu après, les nains brassent du whisky de maïs avec la nourriture abondante du village et le soir, ils organisent une fête avec les villageois. En pensant au fait qu'il y a enfin des hommes dans le village, Hiraku demande secrètement à ses nains s'ils aiment les belles, mais ils lui répondent qu'ils n'aiment que les belles à barbe. En entendant cela, Hiraku ne peut que se lamenter sur le fossé culturel. Un incident inattendu vient troubler la paix. Un jour, 2 dragons apparaissent à l'extérieur du village. Il s'avère que Dream a fréquenté le village du Grand Arbre pour y boire un verre, ce qui a conduit sa femme et sa fille à le soupçonner d'infidélité. Plus tôt, la femme de Dream a échappé de justesse à une rencontre potentiellement fatale avec Hiraku, grâce à l'intervention de son vieil ami, l'araignée du village. Effrayée par la puissance d'Hiraku, elle décide de laisser sa fille Lastismoon au village, en espérant que sa fille et Hiraku puissent développer une relation. Depuis, Lastismoon est également restée au village du Grand Arbre. Lastismoon est si puissante qu'elle brise toujours les récoltes en travaillant. Hiraku découvre qu'elle connaît très bien l'étiquette et d'autres normes, et il la charge donc des relations diplomatiques du village. Bezel découvre que le diplomate du grand village des arbres est issu du terrifiant clan du dragon et il est une fois de plus choqué par la puissance du grand village des arbres. Bezel décide d'envoyer sa fille, Florem, au village des grands arbres afin d'obtenir plus de renseignements. Dès son arrivée au village, Florem est effrayée par les membres. Elle voit des anges, des elfes de haut niveau, des loups de l'enfer et des araignées démoniaques. Le village sera bien plus puissant que le royaume démoniaque si toutes les races unissent leurs forces. En entendant que le chef du village peut vaincre seul les dragons, elle a encore plus peur d'Hiraku. Elle n'a qu'une idée en tête, celle d'entretenir de bonnes relations avec le grand village des arbres. À partir de ce moment-là, le village des grands arbres a connu une croissance remarquable. Un jour, Hiraku veut manger un hot pot de fruits de mer, alors il organise le voyage de Florem et du diplomate Lastismoon vers les mers lointaines pour faire du commerce avec un marchand de fruits de mer local. Peu de temps après, le marchand de fruits de mer se rend au village du Grand Arbre pour signer un contrat établissant un partenariat commercial à long terme. Si le marchand accepte leur demande sans hésiter, c'est parce qu'il a peur de la puissance du village. De plus, les récoltes du village sont toutes de grande qualité. Un autre dragon arrive au village du Grand Arbre. Ce dragon est en fait la sœur de Dream, Akuran, qui a entendu dire que Dream allait marier sa fille au chef du grand village des arbres, et qui vient donc tester la force d'Hiraku. Mais surtout, Lastismoon a 900 ans de moins qu'Akuran et elle ne veut pas que sa nièce trouve un amant plus tôt qu'elle. Après avoir appris l'identité de Akuran, Hiraku l'a diverti. Akuran a entendu dire que le village du Grand Arbre propose un jeu spécial appelé Mahjong en plus d'une nourriture délicieuse. Elle demande alors à Hiraku de l'emmener jouer, et Hiraku emmène Akuran, Dream et Lastismoon jouer au Mahjong ensemble. Pour rendre les choses encore plus drôles, ils décident d'enlever un vêtement à chaque perte. Hiraku ne gagne aucun avantage dans le jeu et finit par se déshabiller. Après cette soirée, Akuran décide de rester au village du Grand Arbre. Hiraku découvre que Akuran est doué pour l'enseignement et lui confie l'éducation des enfants du village. Par ailleurs, un autre événement intriguant se produit au village. Lors de leur patrouille, les loups démons découvrent un labyrinthe souterrain à proximité. Là, ils tombent sur les dames Lamia, qui envoient des cadeaux de bienvenue pour éviter tout conflit potentiel et expriment leur volonté de rejoindre le grand village des arbres. Hiraku découvre que les Lamia sont douées pour le transport. Elles sont organisées pour former une équipe de transport au sein du Great Tree Village, aidant à acheminer les fournitures vers les différentes villes. À ce moment-là, Yuri, la fille du roi démon, discute avec 3 nobles de la manière d'attaquer le village des grands arbres. Il s'avère que Florem est une amie de la fille du roi des démons.
Elle découvre que Florem n'est pas rentré chez lui depuis longtemps, pensant qu'il a été kidnappé par les habitants du village du Grand Arbre. Elle a donc l'intention de lancer une attaque pour récupérer Florem. Florem est devenue la trésorière du grand village des arbres et elle apprend la nouvelle de son père à temps. Avec l'aide de Lamia, elle réussit à faire fuir l'armée qui tente d'attaquer le village. Pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent, Florem organise une visite du grand village des arbres pour Yuri et les 3 filles nobles. Connaissant la force terrifiante du village, les filles réalisent rapidement qu'il est inutile de défier le village du Grand Arbre. Yuri apprend également de Florem que le village possède non seulement une nourriture délicieuse mais aussi une atmosphère amicale. C'est pourquoi Florem reste volontairement au village au lieu de se laisser menacer. En apprenant cela, les 3 sœurs nobles proposent de rejoindre le village en tant que subordonnées de Florem, car elles sont fatiguées depuis longtemps des intrigues entre les nobles de la ville. Le village du Grand Arbre retrouve sa tranquillité. Le temps passe et l'automne arrive. Les villageois commencent à collecter de la nourriture pour l'hiver et se rendent compte que même s'ils remplissent l'entrepôt, ils ont encore une grande quantité de nourriture en trop. Akuran et Lastismoon décident de donner une partie de cette nourriture à leurs parents éloignés. Lorsqu'Akuran retourne au grand village des arbres, elle ramène un groupe d'elfes des montagnes. Ces elfes vivaient à l'origine sur une montagne éloignée, où la nourriture et les provisions sont rares et où ces elfes de montagne ne pouvaient presque pas survivre. Croyant en leur prouesse de chasseurs, les elfes des montagnes viennent au village pour les aider dans leurs activités de chasse. Cependant, toutes les créatures de la forêt de la mort se révèlent bien plus fortes qu'eux. Chaque fois qu'ils partent à la chasse, non seulement ils n'obtiennent aucun résultat, mais ils se blessent souvent. Heureusement, Iraku découvre que les elfes des montagnes sont capables de trouver de l'argile pour faire de la poterie grâce à leur longue expérience de la vie en montagne. L'hiver arrive bientôt. Les villageois remarquent que Ru semble malade. Elle a envie de vomir tout le temps et ne veut rien manger, sauf des aliments acides comme les tomates. La fillette à côté d'elle devine que Ru est peut-être enceinte. Les villageois sont ravis d'apprendre que Ru est enceinte. À partir de ce jour, Ru commence à se reposer. Quant à savoir qui est le père de l'enfant, il s'agit sans aucun doute d'Iraku. Bientôt, l'hiver a disparu et le ventre de Ru grossit. Iraku se préoccupe chaque jour de la santé de Ru, ce qui lui fait chaud au cœur. Les servantes sont chargées du nettoyage de l'intérieur et de la cuisine. Comme elles insistent pour se lever plus tôt que le chef du village, Iraku doit se lever plus tard, sinon les servantes seront très fatiguées. Les 3 anges chargés de patrouiller sont également très spéciaux. En plus de leur excellente apparence, ils possèdent des aptitudes au combat. Cependant, ils font preuve d'une grande paresse lorsqu'ils ne sont pas en service, et même leurs vêtements sont lavés par les hommes lézards. Iraku utilise également son outil agricole omnipotent pour fabriquer des accessoires, notamment des jouets pour les enfants du village et des meubles. Des entraînements au combat sont également organisés régulièrement dans le village en cas d'invasion ennemie. Iraku découvre que depuis que Ru est enceinte, chaque fois qu'il prend un bain, des beautés elfiques se faufilent dans sa chambre. Il semble que ces beautés elfiques veuillent avoir des bébés avec Iraku. Cela le rend très impuissant. Un jour, un nouvel hôte arrive au village. Lorsque Iraku le trouve, l'invité est en train de se prosterner devant la statue du dieu sculptée par Iraku. Il s'avère que le visiteur est le progéniteur vampire, qui a des milliers d'années et peut être considéré comme l'aîné de Ru. Il explique que lorsqu'il est né, il a reçu les bénédictions de ce dieu et qu'il le respecte donc beaucoup. Voyant que le progéniteur vampire aime beaucoup la statue du dieu, Iraku décide de sculpter une copie de la statue et de l'offrir au progéniteur vampire. En échange, ce dernier lui offre un piano de grande valeur. Plus tard, Iraku se rend chez un marchand et achète quelques pianos bon marché pour s'entraîner. À partir de ce moment-là, les villageois suivent un autre cours intéressant. Les filles du royaume démoniaque sont douées pour le piano et prennent l'initiative d'enseigner aux villageois pendant leur moment de loisir. Le temps passe vite et après quelques mois, le jour de l'accouchement de Ru est presque arrivé. Pour fêter l'arrivée du bébé, les villageois préparent divers cadeaux pour Ru. L'araignée a même confectionné des vêtements pour le bébé. Iraku est aux côtés de Ru et tous deux rêvent de leur belle vie future ensemble. C'est alors que Ru ressent une douleur soudaine et qu'il est temps d'accoucher. Iraku appelle immédiatement les villageois à l'aide et, grâce à l'effort de tous, le bébé naît en bonne santé. Alors qu'Iraku tient le bébé dans ses bras, un sentiment d'excitation l'envahit. Dans sa vie précédente, il se languissait à l'hôpital à cause de la maladie et vivait une vie solitaire, mais dans cette vie, il a sa femme bien-aimée et leur précieux enfant. Il se promet de faire grandir son enfant en bonne santé. L'arrivée du bébé a redonné de la vitalité au village du Grand Arbre et les villageois l'aiment tous beaucoup. Iraku, en tant que chef du village, doit s'occuper de tous les travaux et de toutes les affaires, ce qui le rend très occupé. S'il continue ainsi, il ne pourra pas passer plus de temps avec sa femme et son enfant. Un jour, il réunit tout le monde et introduit une nouvelle règle qui consiste à échanger des objets avec la monnaie qu'ils ont fabriquée.
Au départ, chacun peut obtenir 3 pièces spéciales qui lui permettent d'échanger les objets qu'il préfère, qu'il s'agisse de vin, de nourriture ou de meubles. Avec l'ajout du système monétaire, les règles du grand village des arbres deviennent plus standardisées. Hiraku est enfin soulagé. Peu après, le grand village des arbres organise un banquet pour célébrer l'arrivée du bébé. Les nains apportent leur propre vin rouge et tout le monde boit joyeusement ce soir-là. D'autres pays et d'autres forces ont appris que le chef du grand village des arbres avait eu son propre bébé et ils ont commencé à préparer leurs propres cadeaux. Le village du grand arbre est devenu une force très puissante dans ce monde. C'est pourquoi de nombreuses personnes souhaitent s'installer dans ce village prospère. Sur les conseils de tous, Hiraku étend son domaine et établit un nouveau village à côté du village du grand arbre. Ce nouveau village servira de refuge aux réfugiés. Tous les villageois sont enthousiastes à l'idée d'entreprendre cette tâche, car ils veulent transmettre la vie heureuse du village du grand arbre à ceux qui souffrent. L'histoire du grand village des arbres continue et Hiraku se lance dans son voyage, aidant les gens de ce monde avec son outil agricole omnipotent et l'espoir de l'avenir. Cette deuxième saison de l'anime commence avec l'Astis Moon, la drague folle, chargée des relations diplomatiques dans le village du grand arbre. Elle est accompagnée de Frorem, la fille du comte, et toutes deux nous font faire un petit tour du village, qui était autrefois petit et s'étend désormais à perte de vue jusqu'au champ. Senna et les filles elfes s'occupent des tomates, tandis que les elfes des montagnes sont forgerons. Les nains s'occupent de la production d'alcool, tandis que Akuran travaille à la crèche, et l'administration du village est gérée par Lou, Tia et Léa. On voit que la célèbre Flora tourne une vidéo pour la présentation du village et, lorsque vient le tour de Hiraku, celui-ci se présente comme le chef du village. Actuellement, le village du Grand Arbre est incroyablement bondé et attend l'arrivée de plus de 100 nouveaux résidents. Hiraku propose de désigner une nouvelle zone pour tous les nouveaux arrivants. Il est donc temps de commencer à abattre les arbres. Comme il faut beaucoup de nourriture, Anne, avec Kuro et ses enfants, s'occupera de la chasse. Nos amis sont très impatients et nerveux à l'idée d'accueillir les nouveaux résidents. C'est pourquoi ils s'entraînent beaucoup. Peu après, Anne offre de nouveaux sandwichs à Hiraku et celui-ci est surpris de la voir si enthousiaste. Comme Frorem est très occupé, Hiraku décide de lui apporter des sandwichs et on voit que les filles ont beaucoup de mal. Rosalin, Clacassé et Loage se plaignent car cette montagne de documents n'en finit pas. Akuran, Tia et Flora devraient les aider, mais Akuran ne fait qu'empirer les choses. Hiraku tente de calmer les filles en leur disant que Frorem va leur apporter de l'aide. À ce moment précis, Frorem apparaît avec les nouvelles recrues venues tout droit du royaume démoniaque, qui, apparemment, ont été amenées là-bas pour améliorer leur statut social. Les nouvelles recrues se mettent rapidement au travail, constituant à la hâte l'équipe administrative. Plus tard, Maria rencontre Hiraku et l'informe qu'elle a déjà inspecté la nouvelle zone destinée aux nouveaux résidents et qu'elle n'y a trouvé aucun danger. À ce moment précis, Léa arrive et dit à Hiraku que c'est elle qui a envoyé Maria et qu'il est temps d'aller voir la zone qui sera attribuée aux nouveaux habitants. Hiraku demande s'ils doivent préparer de quoi manger pour le voyage, mais Léa le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter car ils ne sont pas loin. Elle révèle que le nouvel emplacement du village se trouve en aval, ce qui leur donnera un avantage. Une fois arrivés sur place, Hiraku est surpris de voir qu'il y a là aussi un arbre gigantesque. Les hommes lézards et les elfes commencent à déboiser toute la forêt en direction du nouveau village pour construire un sentier. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à abattre les arbres. Hiraku abat alors tous les arbres pour créer un sentier. Ils utilisent les troncs pour construire un pont de fortune car, selon Léa, un pont beaucoup plus grand permettrait aux monstres les plus imposants de le traverser. Ensuite, Hiraku s'occupe de nettoyer les environs et construit un canal qui achemine l'eau de la rivière vers le nouveau village. L'homme lézard lui dit qu'ils ont fait beaucoup de progrès en très peu de temps, mais qu'il est temps que leur chef se repose un peu, vu qu'il a pratiquement tout fait tout seul. Mais comme Hiraku ne peut pas rester inactif, il utilise son temps libre pour construire une statue en bois de son adorable araignée. À ce moment précis, Lou le rejoint et le réprimande, car il aurait dû se reposer. En peu de temps, Hiraku se rend compte que le village prend déjà forme. Léa lui demande combien de personnes attendent, mais Hiraku n'en connaît pas le nombre exact. Ils sont cependant interrompus par Maria, qui informe Hiraku qu'elle a un message de Monsieur Drin, qui est déjà en route avec les nouveaux habitants. Drin prend sa forme humaine et s'excuse auprès d'eux, les avertissant que la situation est plus urgente qu'il ne l'avait prévu. Hiraku répond qu'il aurait pu envoyer un messager, mais Drin révèle qu'il a effectivement envoyé un message par l'intermédiaire d'un petit wyvern, même s'il a été plus rapide. Drin présente les Minotaures qui souhaitent s'installer à cet endroit. Le chef des Minotaures, Gordon, informe Hiraku qu'ils ont été chassés de leur terre et qu'ils errent depuis longtemps à la recherche d'aide. Drin explique à Hiraku que,
Comme il y a des enfants parmi les Minotaures, il a estimé que la situation était critique, et c'est pour cette raison qu'il a agi si rapidement. Iraku demande combien ils sont, et lorsque Drin révèle qu'ils sont 72, il prépare rapidement de la nourriture pour tout le monde. Mais à ce moment précis, Narf, un homme lézard, fait son apparition et dit à Iraku qu'il a vécu quelque temps parmi les Minotaures et qu'il peut donc facilement communiquer avec eux. Iraku se rend toutefois compte que les maisons qu'ils ont construites ne sont pas à la bonne taille pour les Minotaures. Il les installe donc dans une maison plus grande, et Iraku pense qu'il vaudrait mieux laisser le village déjà construit aux autres nouveaux arrivants et en bâtir un nouveau spécialement pour les Minotaures. Mais à ce moment précis, Frorem fait son apparition, annonçant que son père est arrivé avec les nouveaux arrivants. On voit que l'homme est épuisé, car il était à la recherche de réfugiés de guerre à emmener au village d'Iraku. Iraku lui conseille de se reposer et va à la rencontre des nouveaux habitants, qui sont des centaures et pas vraiment petits. La représentante des Minotaures, Gruwald, n'est pas très amicale. Un peu nerveux, Iraku se présente comme le chef du village, et Gruwald révèle qu'elle est une parente du vicomte Béag, lui conseillant de prendre les précautions qui s'imposent avec elle. Cependant, l'une des employées, nommée Rashashi, s'excuse auprès d'elle en lui disant qu'elle doit attendre. Iraku n'a pas la moindre idée de comment fonctionnent les règles de la noblesse, il décide donc qu'il vaut mieux laisser Rashashi s'occuper de tout. Gruwald continue de se plaindre de ne pas avoir encore de maison, mais Rashashi lui rappelle qu'elle est là pour demander de l'aide. Ses terres ne lui appartiennent pas, elle lui conseille donc de reconsidérer sa position. Vexé, Gruwald lui ordonne de surveiller ses paroles, la traitant de « paysanne », mais Rashashi en profite pour se présenter comme la comtesse droit du royaume démoniaque. Gruwald comprend qu'elle se trouve tout en bas de la hiérarchie sociale et que sa position ne vaut rien comparée à celle de la jeune fille, elle s'excuse donc auprès d'Iraku pour son insolence. Pendant ce temps, les filles font remarquer que Rashashi met trop de temps et qu'elle ne reviendra probablement pas avec les documents. Plus tard, lorsqu'ils arrivent aux maisons, Iraku se rend compte que la centaure n'entrera pas dans cette petite maison. Iraku comprend que la meilleure chose à faire est de rénover une maison spécialement pour cela, alors il demande combien il y a de réfugiés. Gruwald répond qu'il y a environ 40 adultes et 64 enfants. Ils sont nombreux, alors Lou conseille de les emmener dans le donjon sud et de laisser les Lami partager leur espace pendant un certain temps. Il trouve que c'est une excellente idée, même si Léa demande « Alors à quoi diable servait ce village ?» et Iraku lui dit de ne pas en rajouter. Quelques jours plus tard, un autre groupe de filles, trouvées par les Lami, arrive au village d'Iraku. Ils se présentent, mais les filles ne parlent pas beaucoup. Cependant, la souche de bois se présente sous le nom d'Igéu. Il s'avère que les filles sont une sorte d'esprit de la forêt capable de se transformer en plantes. Le problème, c'est que lorsqu'elles sont sous leur forme d'arbre et qu'elles sont attaquées par un monstre, elles perdent leur capacité à se transformer pendant un certain temps. Igéu révèle que ces terres ont été inondées après que les humains aient abattu la plupart des arbres. Elles se sont ensuite dirigées vers la forêt de la mort après avoir rencontré le marchand Michael, qui leur a parlé du village d'Iraku. Iraku comprend que ces pauvres âmes ont voyagé longtemps, alors il leur offre un festin, mais Igéu répond qu'elles ne veulent rien. Iraku insiste et Igéu demande des fruits, se souvenant que Michael transportait un fruit typique de cette région. Si des fruits poussent en telle abondance à cet endroit, la terre doit être merveilleuse. Iraku comprend que ces créatures se nourrissent de terre, alors il les conduit dans un champ vide, puisqu'elles ne désirent rien d'autre que de l'eau propre, la lumière du soleil et une terre magnifique. En voyant leur taille, Iraku pense avoir enfin trouvé les habitants parfaits pour les maisons qu'ils ont déjà construites. Malheureusement, Igéu lui fait savoir qu'il préfère rester à l'extérieur. Ainsi, pour le moment, les jeunes Minotaures, qui parviennent à entrer dans les maisons, s'y installent temporairement, tandis que les centaures partagent les étables. Malheureusement, l'autre village sur lequel ils ont travaillé si dur restera vide pendant un bon moment, et ils doivent désormais se concentrer sur la construction de nouvelles maisons pour tous ces géants. Cependant, on nous montre la conversation que Rashashi a eue avec Gruwald, qui lui a fait comprendre qu'Iraku est la plus haute autorité de toute la région, surpassant même le comte, l'un des 4 généraux du roi démon. Une fois cela compris, Gruwald s'agenouille humblement et elle le supplie de lui pardonner son insolence. Parviendront-ils à trouver d'autres réfugiés pour le nouveau village? Quelque temps plus tard, Iraku convoque les chefs de chaque race pour s'excuser de ne pas avoir prévu de logement adéquat et pour leur demander leur aide afin de créer un lieu où ils puissent s'installer. Gruwald répond qu'elle fera tout ce qu'il lui ordonnera, mais Iraku tente de la convaincre de ne pas se montrer aussi formelle. Cependant, il remarque les signaux que Rashashi lui envoie et, y prêtant attention, il informe Gruwald qu'elle peut relever la tête et se comporter de manière plus appropriée, car il place de grands espoirs en elle.
Il informe ensuite les chefs de chaque race qu'il a désigné un représentant pour chacune d'entre elles. Rashashi sera à la tête des centaures, Narf des minotaures et Mah des New Daphné. La jeune fille a quitté le village des Ululans avec Senna, et c'est justement Senna qui l'a recommandée pour un poste de niveau supérieur. Après avoir repéré les nouveaux emplacements pour le village des centaures et celui des minotaures, Iraku demande de l'aide à Lasti et à Curan pour tracer les sentiers. Les deux filles se transforment en dragons, demandant quelle partie de la forêt elles doivent brûler. Iraku répond qu'elles ne doivent rien brûler et leur conseille de reprendre leur forme humaine. Les filles commencent alors à abattre les arbres pour créer le sentier, même si elles sont plutôt en compétition. Une petite rivalité éclate, mais Iraku les calme, sinon elles auraient causé un désastre dans la forêt. Après avoir complètement dégagé le sentier, Iraku et les autres préparent le nouveau canal de la rivière, acheminant ainsi l'eau vers les deux nouveaux villages. Pendant les travaux de déboisement, Lasti montre des progrès notables dans le contrôle de sa force. Pendant ce temps, Anne rencontre Ruru pour lui remettre des vêtements qu'ils ont confectionnés pour le petit Alfred. Les nouveaux modèles ont été réalisés par Zabuton. Iraku, quant à lui, se trouve dans le deuxième village, où les grandes maisons sont presque terminées. Iraku remarque que les lits sont un peu inhabituels, et le chef des Minotaures explique que leur conception sert à éviter que leurs cornes ne s'entrechoquent. Tout comme les maisons des Minotaures, celles des Centaures sont également terminées, bien que celles-ci ressemblent davantage à des étables. Comme les Centaures ont beaucoup de mal avec les portes conventionnelles, ils préfèrent, pour des raisons évidentes, les rideaux en guise de porte et les portes coulissantes pour les jours de pluie. Tout se passe à merveille dans les villages du Grand Arbre, tandis qu'Alfred, quant à lui, est de mauvaise humeur. Anne demande à Ruru de le lui confier, et en quelques secondes, elle parvient à faire sourire l'enfant. En la voyant, Ruru est enthousiaste et lui demande de lui apprendre, mais Anne répond que c'est un secret. Un mois entier s'écoule, et grâce aux efforts de tous, les villages prennent rapidement forme. Frorem demande à Iraku comment les deux villages devraient s'appeler, et il pense qu'ils pourraient être divisés en zones telles que supérieure, centrale et inférieure, mais comme cela sonne horrible, il les appelle simplement villages 1, 2 et 3. Bien sûr, ce n'est qu'une solution temporaire, car il pourrait changer cela plus tard. Bien que Frorem soit un peu agacée, elle conseille de choisir un nom dès que possible, car sinon la bureaucratie deviendra insupportable. Iraku admet qu'elle a raison, alors il suggère de ne pas donner de nom au village 1 pour le moment, puisqu'il est inhabité. Il propose que Gordon soit le maire du village 2 et Gruwald le maire du village 3. Le problème, c'est que de cette façon, il n'y aurait aucune distinction entre les hiérarchies. Les filles suggèrent donc de différencier les titres avec des appellations telles que grand-mère, super-mère et roi-mère. Iraku leur dit d'arrêter d'exagérer, mais elles sont interrompues par IGU, qui demande s'ils n'ont pas l'intention de construire un village pour les esprits de la forêt. Iraku répond que malheureusement, ils n'ont pas l'intention de le faire, ce qui offense la pauvre IGU. Iraku révèle qu'ils ont l'intention de confier aux esprits de la forêt des postes stratégiques afin de leur confier des tâches de surveillance et de transmission d'informations, car leur espèce est capable de communiquer de manière quasi télépathique, ce qui en fait des messagers parfaits. IGU trouve que c'est une idée géniale. De plus, ils pourront les utiliser comme éclairage nocturne. Maintenant que les nouveaux habitants se sont installés, Iraku prévoit de leur attribuer des tâches, mais chaque fois qu'ils voient Zabuton et Kuro, ils finissent par s'évanouir. Narf et Rashashi les avertissent également d'un petit problème. Il s'avère que les Minotaures et les Centaures ne sont qu'une apparence. Bien qu'ils semblent forts et imposants, ils sont plutôt inutiles et inaptes à la chasse. La plupart des Centaures sont des réfugiés qui savent à peine se défendre. Iraku n'aurait jamais imaginé que la chasse puisse poser problème, car ce sont généralement les loups qui s'occupent de tout. Finalement, Kuro et Zabuton sont chargés de défendre les villages et les habitants se mettent à labourer les champs. Malheureusement, après tant d'efforts, rien ne semble prendre racine à cet endroit. Après y avoir réfléchi un moment, Iraku comprend que s'il a réussi à planter quelque chose dans cette forêt, c'est grâce au pouvoir de l'outil agricole tout-puissant, qui rend fertile tout ce qu'il touche. Comme il est le seul à savoir s'en servir, il serait très difficile de préparer les champs de tous les villages, et ils doivent trouver une solution pour que chaque village puisse cultiver par ses propres moyens. Heureusement, Gordon a de l'expérience car il a travaillé de temps à autre dans son ancien village, et en suivant ses instructions, il sème les graines de blé, qui seront prêtes à être récoltées avant l'été, une attente de 6 bons mois. Bien sûr, comme ce malheureux possède son outil magique, tout est facile pour Iraku. Il se sent d'autant plus tenu de remercier le dieu de l'agriculture,
alors il construit rapidement des statues pour les dieux ainsi qu'un sanctuaire où les placer. Lorsque certains villageois voient les statues, ils se demandent qui est ce vieil homme, car ils ont une interprétation très différente du dieu de l'agriculture. Et en effet, la déesse de l'agriculture est furieuse qu'on l'ait transformé en vieil homme. Le temps continue de passer et, tandis que les minotaures s'occupent des champs, les centaures créent leur service de livraison, même si, disons-le, ils peuvent parfois se montrer assez téméraires. Quelque temps plus tard, Gruwald rencontre Iraku et lui fait remarquer qu'elle a remarqué qu'il avait un cheval dans sa ferme. Iraku lui explique que c'est un cadeau de Michael, car il a toujours rêvé d'apprendre à monter à cheval. Malheureusement, le cheval ne lui prête aucune attention, mais si elle pouvait communiquer avec les chevaux, cela l'aiderait beaucoup s'il lui demandait de le monter. Gruwald répond que, malheureusement, elle ne parle pas la langue des chevaux, mais que si ce cheval n'est pas son fidèle destrier, elle pourrait bien l'être. Iraku monte alors sur Gruwald et, alors qu'il commence à avancer, le cheval s'énerve. Gruwald le regarde avec un air de supériorité et accélère le pas pour qu'Iraku la serre fort contre lui. Le cheval est indigné, tandis que Gruwald, de son côté, profite de la situation. Le lendemain, lorsqu'il retrouve le cheval, Iraku est surpris de le voir lui demander de le monter, tandis que Gruwald se cache, les regardant, impuissante. Iraku caresse le cheval pour le féliciter de son excellent travail, et c'est désormais le cheval qui regarde Gruwald de haut avec un air de supériorité. Remarquant leur rivalité, Iraku leur demande de se calmer et promet de les monter un jour sur deux. Le temps continue de passer et les villages prospèrent de plus en plus. Bien qu'Iraku ait été initialement inquiet du grand nombre de personnes arrivées tout en même temps, il est heureux de voir que chaque village finira par pouvoir subvenir à ses propres besoins, tout en dépendant encore beaucoup de lui. Il dit à Ruru que c'est bien d'être utile, mais qu'il aimerait qu'ils soient capables de résoudre certains problèmes par eux-mêmes. Il pense que le fait de trop dépendre de l'instrument l'inquiète un peu car, bien qu'il soit actuellement en bonne santé grâce au pouvoir divin des dieux, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Ruru lui confie Alfred, lui disant de se détendre un peu, car ce n'est pas comme s'il allait prendre sa retraite de sitôt. Iraku se souvient aussi qu'ils ont encore une affaire très importante à régler, à savoir que le village du Grand Arbre regorge de femmes. Il se rend donc chez Gordon et lui demande combien il y a d'hommes dans son village, car une chose en entraînant une autre, il aimerait qu'il se trouve quelques femmes avec qui passer la nuit. Cependant, Gordon répond que les Minotaures ont l'habitude de se marier entre eux, principalement à cause de leur taille, car c'est un anime, mon ami, pas un hentai où il se passe des choses plutôt louches. Iraku rencontre ensuite Gruwald et lui demande des nouvelles de ses hommes, et elle répond qu'ils sont environ 30, mais qu'ils sont tous encore très jeunes car les adultes sont en guerre. Iraku comprend et demande à Gruwald de répondre à une question assez difficile mais très importante, à savoir, comment se passe le mariage chez les centaures? Sans hésiter, Gruwald répond qu'elle est célibataire. Iraku demande si les centaures peuvent épouser d'autres races, et Gruwald répond que c'est compliqué, car il est très difficile pour les centaures de s'accoupler avec d'autres races. Mais s'il demande une femme en échange de sa maison, elle est prête à se mettre à son service. Iraku insiste sur le fait qu'il ne voulait pas dire cela, et Gruwald demande si les hommes n'aiment pas dominer les femmes fortes. Iraku tente de la calmer, mais Gruwald devient plutôt tendu, ce qui complique un peu la situation. Le temps passe et l'hiver arrive enfin. Les jeunes profitent de la neige et tout est merveilleux, car ils ont beaucoup de bois de chauffage pour se réchauffer. Tout se passe relativement bien, à l'exception d'un petit problème, ils ont trop de restes de nourriture. Ils expliquent à Iraku que les nouveaux arrivants, en raison de leur ancien mode de vie, rationnent la nourriture de manière excessive. On pourrait dire qu'au petit déjeuner, ils buvaient de l'eau chaude, au déjeuner un morceau de viande séchée et au dîner, encore de l'eau chaude. Iraku a même pensé que le vrai problème serait de manquer de rations, mais c'est exactement le contraire. Rashashi et Narf ont dit aux nouveaux arrivants qu'il n'était pas nécessaire de se priver de nourriture, mais cela n'a pas fonctionné. Iraku suggère de leur demander de les aider à manger les aliments qui se détériorent rapidement, afin qu'ils ne soient pas gaspillés. Cependant, Iraku remarque que Mam est plongé dans ses pensées. Il lui demande s'il y a un problème avec les nouveaux arrivants, et Mam, un peu frustré, répond qu'il n'y a aucun problème. Et c'est justement là le problème, car ces malheureux esprits ne souffrent pas du froid, n'ont pas faim, et tout ce qu'elle a pu faire pour eux, c'est déblayer la neige qui les recouvre. La jeune fille est un peu frustrée car elle a enfin un rôle important, mais elle ne peut aider personne. Cependant, Narf lui révèle que, maintenant qu'il s'en souvient, les Minotaures ont une requête pour les nouvelles Daphné,
à savoir que, par amour pour leur mère, elles s'habillent élégamment lorsqu'elles se transforment en humaines. Mam répond qu'elle l'oublie à chaque fois qu'elle se transforme, même si elle est enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin se rendre utile. Plus tard, Hiraku prépare une nouvelle recette à base de riz. Les filles sont plutôt intriguées, alors elles lui demandent s'il a l'intention de préparer une nouvelle fermentation ou un nouveau type de nigiri. Hiraku leur demande de le suivre pour leur enseigner la nouvelle technique de préparation du riz, et une fois dehors, il commence à le piler avec un marteau, tandis qu'Anne le retourne. Les filles remarquent à quel point c'est simple, alors elles veulent essayer. On pourrait penser qu'il est difficile de frapper le riz avec un marteau, mais ces folles utilisent la magie pour lui donner 1000 coups. Tout se passe relativement bien, jusqu'à ce que Lasti tente de transformer le riz en cristal. Heureusement, il y a du riz en abondance et elle l'utilise pour continuer la recette. Après plusieurs autres coups, le groupe prépare des mossis de différentes saveurs. Quand elles goûtent les mossis, les filles sont ravies et fascinées par leur saveur exquise et leur texture moelleuse. Puis Ria offre à Hiraku des mossis, auxquels elles ont ajouté des plantes aromatiques de la forêt. Hiraku remarque qu'ils sont plus délicats avec l'armoise, et Ria est ravie qu'il les apprécie, car se procurer ces plantes a été une véritable gageure, puisqu'ils ont dû esquiver ses attaques. Soudain, Donovan arrive en leur offrant une liqueur à base de riz, et les amateurs d'alcool se rassemblent immédiatement autour. Le groupe a pris l'habitude de préparer des mossis les jours ensoleillés pour compenser le manque d'activité physique, et le meilleur préparateur de mossis est sans aucun doute Gordon. Le temps passe et nous voyons Glatt avouer son amour à une minotaure qu'il vient de rencontrer, nommée Ronana. Hiraku demande à Bizel ce qui se passe, et celui-ci explique qu'un jour, le général a insisté pour se rendre au village du Grand Arbre afin d'y nouer de bonnes relations, alors que son seul but était d'épouser Ronana. À ce moment-là, Glatt s'approche de Hiraku et lui demande de préciser ses conditions pour épouser Ronana, car elle lui a dit qu'il devait demander la permission du chef du village. Hiraku va voir les filles et leur demande si les demandes en mariage se passent toujours ainsi. Elles répondent que parfois oui, mais que ce sont généralement les parents qui décident qui la femme épousera. Rashashi lui raconte une histoire fantastique sur un amour interdit en raison de la différence de classe sociale, mais ils s'en moquaient et ont tenté de s'enfuir, avant d'être finalement capturés par le maire. Hiraku est complètement déconcerté. Il s'approche de Glatt et lui dit qu'il n'y voit aucun inconvénient, à condition que Ronana veuille se marier. Cependant, il précise immédiatement qu'il ne peut ni la forcer ni l'intimider, donc, à condition qu'il respecte cette position, cela ne lui pose aucun problème. Glatt est heureux et, en voyant Ronana, aucun des deux ne sait quoi faire, mais ils ont désormais la permission d'Hiraku. Dans un changement de scène, on voit Glatt informer les autres commandants du roi démoniaque qu'il ne peut plus communiquer avec l'amour de sa vie par courrier. C'est pour cette raison qu'il démissionne de l'armée démoniaque. Bizel, cependant, lui demande de reconsidérer sa décision et de retrouver son calme, car il est le commandant de l'armée et ne peut pas abandonner ses responsabilités de cette manière. Glatt répond qu'il le fait par amour et, après une discussion, tous deux finissent par démissionner, l'un par amour et l'autre par paresse, même si Bizel les réprimande en leur disant d'arrêter de faire les idiots. De retour au village du Grand Arbre, le groupe prépare des onigiri ou des sushis, je ne suis pas sûr, mais après avoir vu tous les ingrédients, Hiraku fait remarquer qu'il manque l'algue nori. Les filles ne comprennent pas et prennent cela pour de l'euphorie, alors elles se mettent à l'encourager. Hiraku leur demande d'arrêter car ce n'était pas ce qu'il voulait dire, et explique que le nori est un type d'algue. Frorem, étant un peu plus perspicace, remarque que s'il s'agit de quelque chose qui vient de la mer, Michael sait sûrement comment s'en procurer. Sans perdre de temps, Lasti part à sa recherche et, à son retour, Hiraku s'excuse de l'avoir fait venir ici par un temps aussi froid. Michael répond qu'il ne doit pas s'inquiéter car quand il s'agit d'une affaire, il est prêt à affronter n'importe quoi. L'important, c'est qu'il est le produit que Hiraku lui a demandé, ou du moins c'est ce qu'il pense, car d'habitude, il ne mange pas d'algues. Hiraku lui dit de ne pas s'inquiéter, car lui non plus n'est pas un expert, mais il commence tout de suite à préparer l'algue nori. Il la hache finement, puis il la mélange avec de l'eau. Il la verse dans un cadre en bois et les filles remarquent qu'elle ressemble beaucoup à la mousse sombre de la forêt, et Hiraku acquiesce en disant que c'est littéralement de la mousse marine. Il retire le cadre en bois et il ne reste plus qu'à attendre que l'algue sèche. Mais qui a besoin d'attendre quand on a deux spécialistes de la magie? Michael est surpris de voir que l'algue ressemble désormais à du papier, et les filles se demandent si c'est ainsi qu'il faut la manger, mais Hiraku commence à faire griller l'algue nori pour l'ajouter au riz. En y goûtant, Hiraku est fasciné et ravi, cela lui rappelant son Japon d'antan. Les filles sont elles aussi fascinées.
Michael saisit l'occasion et dit à Hiraku qu'ils peuvent s'occuper de la récolte des algues et de leur transformation en échange des ingrédients pour les mochi. Il se dit que le nori pourrait être un produit très rentable. Hiraku le prévient que le riz met un certain temps à pousser, ils en reparleront donc plus tard. Michael mentionne également avoir entendu dire qu'ils avaient de l'alcool de riz, mais les alcooliques interviennent aussitôt, car ils n'ont nullement l'intention de vendre leurs précieux distillats. Quelque temps plus tard, le moment est enfin venu de préparer des sushis, car une petite voix intérieure lui dit qu'il doit le faire. Le problème, c'est que les filles n'aiment pas manger du poisson cru, alors il doit préparer des futomaki. Finalement, toutes les filles sont fascinées par les sushis et, au fil du temps, l'hiver touche enfin à sa fin. Mais avant qu'il ne s'achève, Hiraku veut préparer quelque chose pour l'arrivée du printemps. Quand il rencontre les filles et leur fait part de ses idées, elles se demandent pourquoi elles devraient sortir avec des décorations, accrocher des feux d'artifice ou se faire poursuivre par un taureau. Hiraku y réfléchit à 2 fois et, à vrai dire, il n'en a pas la moindre idée. Il veut simplement organiser une fête maintenant qu'ils ont 2 autres villages et suggère d'utiliser les connaissances acquises lors des fêtes de sa vie antérieure, comme courir après du fromage en bas d'une colline, lancer des tomates ou courir en portant un flanc. Des fêtes qui, à vrai dire, sont plutôt étranges. Les filles ne le comprennent pas, et moi non plus. Hiraku leur demande alors quelle fête elles connaissent, et les filles répondent qu'il y a généralement le pio-pio, le mu-mu et le chom-chom. Quelque chose comme ça. Hiraku pense que s'il y a des fêtes dans cet endroit, il suffira de s'en inspirer pour en organiser une. Le problème, c'est que les filles n'arrivent pas à se mettre d'accord car les différences régionales sont assez importantes. Hiraku pensait que c'était des petits oiseaux, mais apparemment, il s'agit de créatures qui attaquent les maisons des riches. Ne parvenant pas à trouver un gagnant, elle décide de tirer au sort parmi les fêtes de chaque région. Et lorsqu'elle tire au sort la fête gagnante, il s'avère qu'il s'agit d'un tournoi d'arts martiaux. Le temps passe et, avec l'arrivée du printemps, nous voyons tout le monde s'entraîner avec enthousiasme en vue du tournoi d'arts martiaux. Cependant, Hiraku ignore encore tout de cela et demande à Rashashi pourquoi tout le monde s'entraîne. Elle répond que c'est pour le tournoi d'arts martiaux, expliquant que pour acquérir du pouvoir dans le royaume des démons, il faut de la force de combat. Peu après, Akuran dit à Hiraku qu'elle va chez elle pour s'entraîner car elle n'a pas utilisé toute sa force depuis son arrivée là-bas. Hiraku imagine que si elle utilisait toute sa force, elle détruirait toute la forêt. Il lui propose donc de jouer le rôle d'arbitre, car il ne connaît rien aux arts martiaux et a besoin de son expérience. Akuran n'est pas convaincu, mais après qu'Hiraku a utilisé sa rhétorique interdimensionnelle sur le fait que l'arbitre doit être fort pour prouver à tous qu'il est le vrai champion, il finit par la persuader. Le problème, c'est qu'il doit maintenant aussi manipuler Lasti, car elle s'apprête à rentrer chez elle pour s'entraîner. Dans un élan désespéré, il dit aux filles qu'il a besoin de 2 arbitres et que seuls de véritables combattants expérimentés peuvent remplir ce rôle. La jeune fille tombe complètement dans le piège, mais les 2 filles veulent quand même se battre. Hiraku décide donc finalement de leur accorder un combat d'exhibition. Pendant ce temps, Ruru est elle aussi toute excitée à l'idée de pouvoir enfin donner un coup de poing à Tia après tout ce temps, mais Tia lui demande quand l'un de ses coups de poing l'a réellement touché. La rivalité est vive, ce qui inquiète Hiraku, qui doit maintenant préparer l'arène de combat, comprenant la scène, les tribunes et un espace restauration. Avant même qu'il ne s'en rende compte, le jour du festival arrive. Tout le monde s'amuse comme des fous et Yuri arrive avec son père, Galgar. À ce moment précis, Akuran arrive avec son père, le 12e dragon empereur, Dors. Yuri demande à son père si ce n'est pas le dragon empereur, mais Galgar confirme que c'est bien lui et lui dit de se taire. Cependant, Hiraku prend l'initiative de les présenter. Peu après, Grand Maria donne le coup d'envoi du tournoi d'arts martiaux du Grand Arbre. On remarque toutefois que Galgar semble un peu nerveux. Hiraku constate que tout le monde est très enthousiaste, même s'il se sent un peu mal à l'aise à cause de la place qui lui a été attribuée, car celle-ci était initialement prévue pour les invités d'honneur. Ruru lui dit de se calmer et lui suggère quelques mots. Prenant le micro, Hiraku demande à tout le monde de ne pas se faire de mal. Il explique les règles du tournoi, qui prévoit des combats en 1 contre 1, et le vainqueur est celui qui jette son adversaire hors du ring ou qui déchire ses bandanas. Le premier combat oppose Rosalind, de l'équipe de la mairie, à Mam, la nounou de la famille New Daphne. Le combat commence et les filles font preuve de remarquables talents de combat. Hiraku est surpris, car ses attentes étaient, disons, différentes. La gagnante du premier combat est Rosalind qui, malgré sa victoire, a subi des blessures considérables. Flora, chargée de soigner les blessés,
prévient tous les participants que, même si elle peut soigner les os cassés, les remettre en place est bien plus difficile, et elle leur déconseille donc de s'arracher les membres. Le tournoi continue et Donovan remporte son combat. Après tout, les nains sont plutôt forts. C'est maintenant au tour de Gruwald et, bien sûr, tout le monde penserait qu'elle sera la gagnante, mais elle s'est laissée emporter par son enthousiasme en courant trop vite et est tombée hors du ring. Pendant ce temps, IGU combat la boue ivre, et le combat final oppose Frorem, qui se bat à l'épée et à la magie, et Senna, qui a l'intention de se battre à main nue. Yuri et Galgar encouragent Frorem. Frorem fait preuve d'une grande maîtrise de sa magie, mais Senna démontre des capacités physiques remarquables, esquivant toutes les attaques de Frorem, l'attrapant et la projetant hors du ring. Frorem parvient toutefois à contre-attaquer. Finalement, toutes deux sont tombées hors du ring, et le combat s'est terminé sur un match nul. Le tournoi s'est ainsi achevé et les gagnantes ont reçu des médailles d'honneur, tandis que les perdantes ont été accueillies par les applaudissements du public. Cependant, ce n'est que la première partie du festival. Entre-temps, Rashashi remarque que le nom de Hiraku ne figure pas parmi les participants, ce qui amène les deux femmes à soupçonner qu'il y a une surprise. En entendant cela, Hiraku s'inquiète, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un personnage secret à débloquer ou quelque chose de ce genre. C'est maintenant l'heure du tournoi des guerriers, où le vainqueur sera celui qui mettra son adversaire hors de combat ou le forcera à abandonner. Il n'y a aucune restriction et seuls ceux qui sont véritablement capables de se battre selon des règles strictes peuvent y participer. Lors du premier combat, le loup infernal affronte Junea, la chef des Lami, qui est plutôt bouleversée car, disons-le, les loups infernaux ont pratiquement exterminé son peuple. Malgré cela, elle se bat avec une grande ténacité. Cependant, lorsqu'il est acculé, le loup infernal libère toute sa puissance et, face à cette force, Junea finit par se rendre. En voyant cela, Frorem se dit que l'histoire d'un seul loup infernal exterminant tout un village pourrait bien être vraie. Le deuxième combat oppose Makura, l'un des petits de Sabuton, à Daga. Makura parvient à esquiver toutes les attaques de Daga et finit par limiter ses mouvements grâce à sa toile, remportant ainsi le combat. À présent, lors du troisième combat, c'est au tour de Galf d'affronter Ya, et la jeune fille prouve qu'elle est la meilleure combattante du village de Howling. Cependant, à un moment donné, Ya manque de projeter Galf hors de l'arène d'un seul coup, mais l'homme parvient à l'esquiver, manquant de tomber du ring. Voyant qu'elle n'est pas à la hauteur de Galf, la jeune fille abandonne. Ensuite, c'est au tour de Grand Maria d'affronter Léa. Pour ce combat, les règles ont changé et tomber de la scène ne met pas fin au combat car, évidemment, Grand Maria peut voler, ce qui reviendrait à tricher. Le combat commence et Léa se jette en avant à toute vitesse, devenant invisible. Elle se révèle être une combattante redoutable, et Grand Maria, se sentant trop sûre d'elle, commet une grave erreur en s'envolant pour observer Léa d'en haut. Mais Léa a anticipé son coup et, en un éclair, elle l'immobilise. Cependant, Grand Maria refuse de céder, faisant comprendre à Léa qu'elle ne pèse même pas la moitié de sa lance. Réalisant que Grand Maria pourrait renverser la situation d'un moment à l'autre, Léa lance une attaque kamikaze, subissant un puissant éclair aux côtés de Grand Maria. Elle remporte ainsi le combat, ou du moins l'espérait elle, si seulement elle avait réussi à rester debout. Le combat se termine donc sur un match nul. Hiraku, quant à lui, considère cela comme une bataille épique. Cependant, les véritables batailles épiques sont sur le point de commencer. C'est maintenant au tour de Tia d'affronter Kudel, et d'un seul coup, Tia la met KO. Puis c'est au tour de Ruru d'affronter Coroné, qui sait qu'elle est perdue, et tout comme Kudel, elle est mise KO d'un seul coup. Le combat le plus attendu commence alors, Ruru contre Tia. Ruru enfile sa tenue de combat et le combat passe d'un anime classique à quelque chose digne de Dragon Ball. Leurs attaques sont si rapides et puissantes qu'elles en deviennent invisibles. Hiraku n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, alors il utilise son outil magique tout-puissant pour observer le combat et est stupéfait de voir l'immense puissance des filles. Ruru attaque avec une puissante explosion magique, projetant Tia au sol, puis elle lui écrase le pied et lui assène une rafale de coups de poing. Les filles commencent alors à échanger des coups. Cependant, à la fin, Tia remporte le combat et, comme Ruru ne sait pas perdre, elle se met à accuser Tia, affirmant qu'elle est très méchante avec elle. Lors du combat final, Tia affronte Makuro, et la pauvre fille est mise KO d'un seul coup. À la fin, Hiraku couronne Makuro, tandis que Galf et le loup se plaignent de n'avoir eu aucune chance contre la petite araignée. Hiraku remercie tous les participants et annonce qu'il est temps de se reposer. Cependant, Akuran et Lasti se mettent à protester car c'est maintenant leur tour de combattre.
Hiraku se souvient leur avoir promis un combat d'exhibition, il annonce donc que c'est au tour de Hakuran d'affronter Lastie. Lorsque le combat commence, l'affrontement de leur pouvoir est si intense que l'explosion d'énergie est visible même depuis le royaume des démons. Après toute cette destruction, ils sont ravis que l'alcool ait au moins survécu. Pendant ce temps, Ruru reproche aux filles de ne pas avoir su se retenir, bien qu'elles affirment le contraire. Hakuran a été déclaré vainqueur du combat. Dors remarque qu'il n'avait pas assisté à un combat aussi passionnant depuis longtemps, et demande donc à Galgar s'il aimerait l'affronter un jour. Mais Galgar se contente de rire en disant « Tu es tellement drôle ». Frorem dit à Hiraku que, malgré tout, les choses se sont plutôt bien passées. Hiraku n'arrive pas à croire que pour elle, les choses se soient bien passées, mais l'important, c'est que tout le monde se soit amusé. Lastie demande quand aura lieu le prochain tournoi, mais Hiraku répond que pour l'instant, il vaut mieux éviter un autre désastre. Si tu veux la suite de ce fantastique anime, commente avec Hiraku et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. À bientôt.